Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. Experts, consultants et analystes décortiquent l'actualité dans le Carrefour de l'Afrique. Et c'est sur Ifriqiya FM. Madame, Monsieur, content et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Carrefour de l'Afrique, votre émission mensuelle sur Ifriqiya FM. Ce matin, nous parlerons de ce qui se passe en Palestine, près de 2 mois de bombardements intensifs sur la bande de Gaza. On parle de véritables crimes contre l'humanité. Des efforts déployés par divers pays africains pour soutenir la cause palestinienne et pour faire cesser l'oppression sioniste sur les Palestiniens. Nous mettrons aussi en lumière les initiatives et les défis auxquels ils font face. Une analyse approfondie de cette solidarité qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Des changements politiques s'opèrent aussi en Afrique, des élections présidentielles ont eu lieu et d'autres auront lieu prochainement. Que faut-il retenir des élections au Libéria et à Madagascar? Nous aurons avec nous en direct depuis Antananarivo le journaliste malgache Abraham Razaf. À quoi doit-on s'attendre en République démocratique du Congo et au Sénégal? Face à ces mutations, face à ce processus électoral, la démocratie est-elle renforcée en Afrique? Bien sûr, des éléments de réponse dans cette émission. Et puis, autre information marquante, la reprise de la ville de Kidal au Mali par les Fama. Un triomphe pour l'État du Mali dans la reconquête de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national. Nous reviendrons aussi sur les réactions du Niger et du Burkina Faso sur cette victoire militaire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous membres de l'Alliance des États du Sahel. Et pour parler justement sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Carrefour de l'Afrique Jamel Boukrine, journaliste et spécialiste des questions africaines. Bien le bonjour à vous, Jamel Boukrine, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Bonjour, et à ma droite, notre chroniqueur du Sénégal, Mohamedou Dia. Bonjour Mohamedou. Bonjour, et bonjour aussi aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Bonjour à toi, Mohamedou. Alors, j'aimerais qu'on commence avec la Palestine, ce qui se passe en Palestine occupée. Jamel Boukrine, vous suivez l'actualité. Quelle est la situation en Palestine occupée? Mis à part cette trêve, il y a eu un génocide et l'État sioniste n'est pas loin de vouloir continuer son œuvre. Son œuvre, c'est-à-dire? Puisque dès la fin de cette trêve, entendre Netanyahou, entendre les militaires sionistes, il est question d'aller jusqu'au bout de leur opération, à savoir éliminer tout ce qui est résistance palestinienne. Et puis, quand on voit un peu les dégâts sur le terrain, c'est pratiquement toute l'infrastructure aujourd'hui qui existait avant le 7 octobre à Gaza est par terre. Aujourd'hui, Gaza est inhabitable pour au moins 1 à 2 années. Oui. Ça, c'est un peu le constat amer. Et puis, nous avons le bilan humain, pratiquement 30 000 blessés, on n'est pas loin de 20 000 morts du côté palestinien. Bon. Et malheureusement, je dirais que c'est aussi ça, aussi le fait sioniste. Parmi les victimes, 70% sont des enfants et des femmes. C'est terrible. Et tout ça se fait au vu et aussi de ce qu'on appelle l'opinion publique internationale, la communauté internationale oui. Et l'opinion occidentale a beau manifester, les Américains, les Occidentaux, je parle des officiels, sont là pour dire go
à Netanyahou. Donc personne pour dénoncer. Alors vous parlez du projet de Netanyahou à la tête de l'entité sioniste. Certains observateurs parlent aussi d'un nettoyage ethnique. Vous êtes d'accord avec oui. Quand je parle de génocide, nous sommes en plein dedans. C'est parce qu'au niveau juridique, le mot génocide est beaucoup plus lourd parce qu'il est passible de poursuite devant la Cour pénale internationale. Ce n'est pas du tout un truc ethnique, c'est du génocide, c'est un massacre collectif organisé et Netanyahou est déterminé à aller jusqu'au bout. Il le dit, il le redit, pire que ça, même si Netanyahou aujourd'hui viendrait à changer d'avis s'il y a quelques jours de plus au niveau de la trêve, il le dit et Joe Biden l'appuie dans sa démarche. Il ne faut pas reculer. C'est-à-dire l'opération est lancée, elle va peut-être durer quelques mois, peut-être une année, mais l'entité sioniste, en fait, en un mot commençant, l'État sioniste est décidé à récupérer Gaza pour en faire une partie, et il est décidé aussi à récupérer la Cisjordanie. Alors c'est le projet. Ça, nous sommes dans le vrai projet de ce qu'on appelle le Grand Israël ou l'Israël biblique. Mohamedou Dia. L'Afrique et le Sénégal en particulier, la légitimité de l'État que Palestine est un État souverain, donc condamne fermement l'État sioniste. Donc le Sénégal a montré vraiment son soutien par rapport à beaucoup de manifestations. L'Afrique du Sud également en a joué également un rôle important et en a cité également beaucoup de pays africains. Alors c'est bien, vous êtes en train de parler du soutien de beaucoup de pays africains à la cause palestinienne. Aujourd'hui, le 29 novembre, nous célébrons aussi, c'est la journée internationale de solidarité avec la Palestine. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de la réaction de ces plusieurs pays africain, et le Parlement sud-africain adopte une motion pour fermer l'ambassade de l'entité sioniste à Pretoria. Là, on comprend que la cause palestinienne n'est pas uniquement une cause arabe, c'est une cause humaine, n'est-ce pas, Jamal Boukrine? La cause palestinienne est une affaire de décolonisation. C'est une affaire d'un territoire occupé par une autre puissance administrative, une puissance coloniale. L'Afrique du Sud, en tant que pays qui a souffert de la ségrégation et de la colonisation, ne peut pas ne pas être avec la Palestine aujourd'hui. C'est ce qui explique un peu l'attitude du gouvernement et du peuple sud-africain. Le Sud-Africain a été le premier pays, après le 7 octobre, à rappeler son ambassadeur et à chasser l'ambassadeur sioniste de Johannesburg, ce n'est que logique. Les autres pays africains, même si certains États reconnaissent l'entité sioniste, mais les peuples africains, il n'y a pas un seul peuple africain, d'Alger à Johannesburg, de Nouakchott à Mogadiscio, qui n'est pas sorti dans la rue pour dire stop à cette agression et faisons en sorte que l'État palestinien que les Palestiniens aient leurs États, bien sûr, que cessent les raids aériens, que cesse le massacre qui est en train de s'opérer à Gaza. Alors justement, oui, Mohamedou Dia, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais juste dire que nous n'avons pas besoin d'être arabe ou non arabe pour vraiment comprendre ce qui se passe en Palestine. C'est quelque chose, l'humanité en quelque sorte, c'est l'humanité qui parle. Exact. Donc vraiment, nous sommes des humains et les humains également devront répondre et condamner fermement les attaques que l'Israël mène sur Palestine. Alors, je vous propose d'écouter maintenant, on est en train de parler de l'Afrique du Sud, je vous propose d'écouter Chief Zwaveli Mandela, petit-fils du leader Nelson Mandela, au micro de Amal Bouaza. Nous sommes arrivés à un moment de notre lutte où nous réalisons que la liberté est possible. Nous ne pouvons pas seulement dire que la liberté est possible, mais nous devons dire en toute confiance que la liberté pour la Palestine occupée est inévitable.
Alors on vient d'écouter Chief Zwalville Mandela, petit-fils de Nelson Mandela. Alors encore une fois, ça prouve que la cause palestinienne, c'est une cause pour la liberté, pour la paix. En Afrique du Sud, on sait aussi qu'à Pretoria, plusieurs manifestations ont eu lieu en soutien à la cause palestinienne. Donc, et la population et le gouvernement de Pretoria sont pour la cause palestinienne. Absolument. C'est en Tunisie, et je posais tout à l'heure, je disais que le gouvernement et le peuple sud-africain, ils ont organisé un meeting, probablement le plus grand meeting qui a été organisé jusqu'à présent à Pretoria, où justement le fils de Mandela a fait son intervention. Et c'était... On ne comptait pas les gens en milliers, en centaines de milliers, mais on pouvait peut-être aller un peu plus loin. C'est pratiquement je dirais pas tout le pays, mais au moins toute la capitale qui était dans la rue pour dire non au génocide, son soutien à Gaza. C'est un soutien qui est manifeste, qui est réel, qui est là, et au point où le gouvernement justement sud-africain, même s'il n'a pas besoin de leçons à recevoir de quiconque, y compris de son peuple, il a été le premier pays à rappeler son ambassadeur et à utiliser des termes un peu assez violents vis-à-vis de l'entité sioniste, vis-à-vis de ce que l'entité sioniste est capable de faire, de perpétuer dans les territoires occupés, notamment à Gaza et en Cisjordanie, où les massacres se font, mais comme ils sont moins médiatisés que Gaza, on a tendance à ne pas en parler assez. Depuis 7 octobre, il y a au moins 200 morts du côté de la Cisjordanie. Alors, comme il n'y a pas que l'Afrique du Sud qui soutient la Palestine en Afrique, beaucoup de pays la soutiennent aussi. Je vous propose d'écouter des syndicalistes justement qui nous parlent de ce qui se passe en Palestine. C'est des propos recueillis par Rania Etrassi à l'occasion de la 7e conférence de l'Organisation des syndicats africains. On écoute. Quelles que soient les difficultés, il faut être solidaire avec les Palestiniens et nous le sommes et nous le serons toujours. Les voix des syndicalistes africains imprégnés de l'héritage des luttes pour la justice sociale résonnent avec force en soutien au peuple palestinien victime des crimes les plus odieux perpétrés par l'entité sioniste. El Hadj Diallo, représentant permanent de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Compte tenu de la cause sacrée palestinienne qui sont aujourd'hui victimes de discrimination, de colonisation, nous, les syndicats africains, réaffirmons notre solidarité et notre soutien avec le peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne sa victoire. Nul ne peut rester indifférent aux souffrances du peuple palestinien. Philippe Joulin, secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise. Que l'on ne peut être indifférent de ce qui se passe dans ce pays frère. C'est une honte de l'humanité. On n'a pas le mot devant ce type de crime où jusqu'aux innocents sont touchés. Nous sommes peinés dans nos chairs. La communauté internationale doit jouer son rôle, doit prendre toutes ses responsabilités pour ramener la sérénité dans ce pays frère. Les syndicalistes africains ont le devoir de défendre la dignité humaine et les droits inaliénables qui sont violés en Palestine occupée. Dangala Modeste, président du syndicat de l'Union nationale des travailleurs en République démocratique du Congo. On dénonce ceux qui prétendent nous donner des leçons de démocratie, qui nous disent que la vie est sacrée, c'est eux qui commencent à tuer les autres. C'est inacceptable ce qu'on fait aux Palestiniens. On tue, et tout le monde se tait. Nous devons dénoncer et nous dénoncerons toujours ce qui arrive. On ne peut pas accepter que des êtres humains comme nous soient maltraités. Les liens de solidarité transcendent les frontières. La voix des syndicats africains résonne parmi celles qui plaident en faveur de la justice et de la cessation des injustices infligées au peuple palestinien. Solidarity forever. Solidarity forever. L'oppression de l'Israël sur la Palestine, nous soutenons fermement et nous condamnons fermement les actes barbares de l'État israélien, de l'État sioniste. Donc nous soutenons la Palestine, vive la Palestine et que Palestine prospère. Il faut vraiment le reconnaître comme un État libre de ses droits. Voilà, Free Palestine, comme on dit, vive la Palestine libre et indépendante. Ifriqiya FM
Un voyage au cœur de l'Afrique sur des ondes 100% africaines. عائد إلى مكان الروح عائد على جناح الطير أو عائد على صاروخ أنا عائد إلى حيفا عائد إلى مكان الروح عائد على جناح الطير أو عائد على صاروخ أنا عائد كما قال صديقي علي رفيقي حسين أنا عائد كمن نال دروع الحرب على الصدرين أنا عائد كما قال صديقي علي رفيق حسين أنا عائد كمن نال دروع الحرب على الصدرين أنا عائد إلى حيفا عائد إلى قرى حيفا وعدني حسن قال لحسن إلى ما بعد حيفا أنا عائد إلى حيفا عائد إلى قرى حيفا وعدني حسن قال لحسن إلى ما بعد حيفا. Alors, beaucoup de changements politiques s'opèrent aussi en Afrique. Des élections présidentielles ont eu lieu et d'autres auront lieu prochainement. Alors, au Libéria, des élections ont eu lieu. Joseph Boaké, président du Libéria. Jamal Boukrine. Au Libéria, ce qui est extraordinaire, nous avons un président qui, pour une fois, sort au premier mandat et félicite son successeur. C'est George Weah, qui est, comme footballeur, il a la culture du fair play, donc il soutient. Le seul élément qui me semble nécessaire de relever, c'est que le nouveau président, donc le président élu, a l'intention donc d'ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'il parle d'ouvrir tous les dossiers de la corruption, de la finance publique. Et là, pour les gens qui se souviennent, c'est que la crise du Libéria a commencé à partir de ça. Il y a longtemps de ça. C'est-à-dire que du temps de Taylor et de Samuel Doe, et George Weah prévient donc son successeur de ne pas y aller trop fort parce que il y a des risques donc de revenir à la case départ, et la case départ elle a coûté quand même 250 000 morts au Libéria pour une population d'à peine 5 millions d'habitants. Ouais. Donc voilà, ça c'était la guerre civile. C'était ça la guerre civile, et la guerre civile a été menée je dirais, initiée ou a été provoquée par des règlements de compte au départ. Parce que s'il y a aujourd'hui une volonté du nouveau président donc selon vous, il y a une réelle volonté à changer les choses. Oui. Si c'est pour assainir, si c'est pour aller mais si c'est pour une chasse aux sorcières, il y a un risque. C'est très délicat que le nouveau président ait les moyens donc d'ouvrir des dossiers effectivement sur la corruption, mais il ne faut pas que cette démarche donne l'impression pour le peuple du Libéria qu'il y a quelque part une chasse aux sorcières ou des règlements de compte. C'est un élément très très important. Et aussi en parlant aussi des élections. L'Union africaine a félicité lundi Joseph Boaké pour son élection et salué le sens de l'État de George Weah, en invitant également toutes les parties à continuer à faire preuve de maturité et à engager le dialogue pour consolider la démocratie. Exact. Voilà. Oui. C'est un peu ça. Éviter on les peut dire règlements de compte. Que la démocratie fait son retour au Libéria. Elle fait un grand pas en avant au Libéria. Voir un président s'en aller dès le premier mandat et féliciter son successeur sans quoi que ce soit, parce que d'habitude, c'est pas le comportement type que nous rencontrons en Afrique. Même s'il y a des progrès qui sont en train de s'opérer ces dernières années, mais
le geste de George Weah, les propos de George Weah, la maturité de George Weah font qu'aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir. Mais tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de... c'est un peu ce que pense l'Union africaine et pratiquement tous les pays amis du Libéria. C'est le conseil qui est donné au nouveau président d'aller lentement, sûrement, dans cette quête, si vous voulez, de la finance publique. Il ne faut pas que cette opération main propre donne l'impression qu'il y a quelque part une chasse. Donc vous voulez dire, Jamal Boukrine, que cette période est assez délicate pour le Libéria? Très délicate, il faut aller doucement, il faut que le changement vienne tout doucement. Il faut que rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme on dit. Il faut que le nouveau gouvernement, il faut que le nouveau président aille, consolide ce qui a été réalisé par George Weah et aller de l'avant. Maintenant, puisqu'ils ont fait donc pratiquement son cheval de bataille, la lutte anti-corruption, donc il faut qu'il va, mais avec tous les outils et toutes les précautions possibles et imaginables pour éviter justement une mauvaise interprétation par l'opinion publique. Mais le bien dans cette histoire, Jamal Boukrine, c'est que cette élection présidentielle, c'est une démonstration aussi de démocratie. Hein. C'est justement du peuple. Oui, effectivement. Et c'est justement les propos de l'analyste Eric Wilson Fofac, spécialiste aussi des questions africaines. Je vous propose d'écouter son analyse. C'est une victoire qui donne à voir la qualité des hommes qui animent le jeu politique au Libéria. Le président sortant, George Weah, a déjà félicité le vainqueur de cette élection, M. Joseph Boaké, et ce qui est un signe positif. Et cela participe de la vitalité de la démocratie au Libéria. La démocratie est bel et bien en marche et que l'on va assister une fois de plus à l'alternance après la longue période de guerre qu'a traversé ce pays. C'est un signal assez fort pour attirer les investisseurs. Cette alternance apporte un sang neuf à la vie politique libérienne. Voilà, les Libériens ont démontré une fois de plus que la démocratie est vivante dans l'espace CEDEAO et que le changement par des voies pacifiques est possible. Absolument. Non, le Libéria n'est pas le premier pays où il y a, en Afrique bien sûr, où on a assisté à un changement pacifique. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère de la démocratie en Afrique, nous aussi. Et il faut s'en féliciter, mais il faut maintenant, c'est le moment de consolider et d'aller un peu plus loin. Dans ce processus, asseoir la démocratie, reconnaître qu'est-ce que c'est que l'alternance et aller vers le Graal de la démocratie, la bonne gouvernance. Mamadou Dia, la démocratie fait-elle son retour à la CEDEAO? Alors, elle a parlé déjà d'elle-même. La démocratie a déjà parlé d'elle-même au Libéria. George Weah, le président sortant, qui a fait montrer son charisme, qui a fait également montrer, je peux dire, son amour pour sa patrie, parce que ça se fait rare de nos jours. Par exemple, une personne qui reconnaît sa défaite dès qu'il a été vraiment battu dès le premier tour et félicite son opposant, juste, c'était la politique, c'était juste la course pour l'avenir du pays. Donc il a félicité Joseph Boaké. Donc c'est vraiment, moi je le trouve, c'est un acte de charisme. C'est vraiment une démocratie, c'est rien à ajouter. Et vraiment également on compte que les prochaines échéances qui se tiendront dans d'autres pays, ça se déroule ainsi, la transparence, la stabilité et la paix. ما نوى نون كالإفريقي ما يجندون كالإفريقي يسأل نون كالإفريقي بركانكو أتكين أفريقيا بركدكو تكين أفريقيا أو بسم الله أفريقيا لا. D'autres élections. Hein. À Madagascar, aussi les élections présidentielles ont eu lieu la semaine passée et André Rajoelina réélu au premier tour, Jamal Boukrine. C'est des élections contestées par l'opposition. Il faut savoir que 60%, c'est le taux d'abstention.
Et puis, c'est des élections boycottées aussi, qui ont été boycottées. Quand on parle de boycott, cela veut dire que les populations ne se sont pas concernées par le débat politique qui est mené par les candidats, qu'il soit celui, ce qu'on appelle le pouvoir, le candidat, donc le candidat président ou le président candidat ou ses opposants. Donc, ce taux d'abstention est à assez prendre, élevé quand même, est à prendre dans toute sa dimension politique. Donc, ça veut dire qu'il y a un rejet. Ce rejet de l'opinion ne peut que s'exprimer par un rejet donc des vaincus au niveau des élections. Et Madagascar nous a habitués donc à ce type donc d'élection où l'élu est systématiquement rejeté, réfuté par ses adversaires, parce que Madagascar peine encore à asseoir une certaine démocratie. Ça se comprend parce que Madagascar n'est pas un pays assez riche. C'est un pays pauvre. C'est une excuse. C'est pas une excuse, mais reste pour des raisons géopolitiques, son indépendance. Donc vous dites que le Madagascar est sous influence, c'est ça? Sous influence française d'une manière très forte. C'est un peu comme le Sénégal. Et le président aussi, Andry Rajoelina, a été contesté parce que c'est un président qui possède la nationalité française aussi. C'est ça le drame de certains pays. Alors que la Constitution des interdit ex-colonies ça. françaises, c'est le drame des systèmes politiques mis en place au lendemain des indépendances. Très peu de pays ex-colonisés par la France sont aujourd'hui assez matures et émancipés. Ils traînent encore les casseroles des premières années de l'indépendance. Il n'y a pas justement que le Madagascar, malheureusement, où on a un président binational. Ce n'est pas le seul pays. Nous avons vu des présidents en Afrique, puisqu'on parle des élections pour l'année 2023, le Gabon, où l'ex-président, ou du moins le père de l'ex-président, se comportait comme un peu le neveu du président du général de Gaulle. Nous sommes un peu dans ces relations de filiation, des relations de lien ombilical qui n'est pas encore tranché. Mais nous sommes aussi il y a certains pays ex-colonisés par la France qui aujourd'hui sont en train de prendre toute la mesure de leur indépendance. C'est les pays dont vous avez vu tout à l'heure, c'est le Burkina, c'est le Niger, c'est le Mali. Bon. Je ne parle pas des pays du Maghreb comme la Tunisie, comme l'Algérie. Bon, les gens les gens le savent depuis longtemps. Mais nous sommes en train de découvrir des pays qui sont en train de s'émanciper. La République centrafricaine. Beaucoup de pays, oui. Beaucoup de pays ex-colonisés par la France. Avant de poursuivre le débat, j'aimerais qu'on écoute l'analyse d'un journaliste malgache, Abraham Razev, journaliste de TV+. On écoute. C'est sur les élections. Du côté de l'opposition, c'est vraiment une élection contestée. Mais si on se place du côté du régime en place, c'est une élection qui s'est bien passée. Bon, il y a eu 44% de taux de participation, puis qu'il y a eu des élections à Madagascar, des élections qui ont eu 50%, soit 55% de taux de participation. Je dirais que c'est la moyenne, vu que 10 candidats sur 13 n'ont pas participé à cette élection, ont boycotté l'élection. Il n'y a pas vraiment eu de campagne électorale, il n'y a pas vraiment eu d'explication des programmes du président de la République. Ça, c'est plutôt focalisé sur comment aller voter, sur comment répondre aux candidats qui n'ont pas participé aux élections. Mais on connaît quelques brins du programme du président. Mais je dirais plutôt pour ceux qui sont non avertis,
on ne connaît pas vraiment le programme du président. Alors pour l'instant, on attend encore les résultats officiels de la Haute Cour constitutionnelle. Donc on attend encore, est-ce que la communauté internationale va valider ces élections? Est-ce que la communauté internationale va répondre présent lors de l'investiture du président? Est-ce que les pays amis, les partenaires techniques et financiers vont entériner ces élections? Donc il importe maintenant d'avoir la légitimité et la légalité des résultats de l'HCC. Mohamedou Dia, peut-être pour rebondir. Hein. Alors, des élections boycottées, ça sous-entend vraiment qu'il n'y a pas peut-être quelque chose de satisfaisant, de la part peut-être du président sortant ou également des éventuels opposants qui n'ont pas proposé quelque chose de fiable, qui marque vraiment qui marque vraiment la population à voter pour eux, à ce que Madagascar soit prospère un jour, à ce que peut-être les gens travaillent sur des choses que la population vont s'y voir eux-mêmes dans tous les aspects. Non, encore, le taux d'abstention est quand même élevé, Jamel Boukrine. Hein. On parle de 60%, même si on dit 58%. Comprenez-vous l'analyse du journaliste Abraham Razaf? Non, c'est une analyse un peu... il va un peu dans le sens... Il caresse un peu les choses dans le sens du poil. Bon, avec tout le respect que j'ai pour le monsieur. Mais... Alors, il a parlé aussi du programme du président. Alors, non, à partir du moment où le président va succéder à lui-même, c'est de fait. On ne va pas se faire des illusions sur un quelconque refus ou une quelconque annulation des élections. Le bonhomme est élu, il va continuer son énième mandat et il fera ce qu'il a l'habitude de, ce qu'il a déjà commencé à faire, c'est-à-dire servir les intérêts je dirais pas de ses parents, oui. Mais il va servir les intérêts de ceux qui l'ont maintenu au pouvoir. Alors si on compare les élections au Libéria et les élections à Madagascar, il y a une grande différence. Se demande différent. Bon, il est vrai que ces deux mondes aussi, au niveau des cultures, on n'est pas dans la même configuration culturelle. Et même géographique aussi, ça joue énormément. Quand je dis culturel, c'est dans le sens où les ex-colonies britanniques et les ex-colonies françaises ne fonctionnent pas de la même manière en Afrique. Les ex-colonies françaises ont tendance à garder le lien ombilical avec la France, ce qui n'est pas le cas des ex-colonies britanniques, même au niveau de développement, même au niveau de comportement, donc des réactions de ces pays, c'est deux réactions différentes. On n'a qu'à prendre en Afrique, par exemple, les pays les moins développés, curieusement, c'est quasiment 90% sont les pays ex-colonies françaises. Ce n'est pas par hasard. C'est une règle? Ce n'est pas une règle, c'est un constat. On prend la carte géographique de l'Afrique est là, on liste les pays les moins avancés, nous allons trouver, curieusement, ce sont les pays les moins avancés, ils sont francophones, mais... les pays où il y a plus de violence, où il y a plus de problèmes, de conflits internes, c'est malheureusement les pays... Vous voulez dire que la France s'ingère énormément dans les affaires de... Il y a un héritage qui a été légué, je dirais même plus. Même quand on prend des pays qui ont été colonisés par les deux pays, je prends l'exemple du Soudan, du Cameroun, c'est les partis francophones, ex-colonies françaises, francophones, qui aujourd'hui ont des problèmes. Mais aujourd'hui, il y a un changement qui s'opère, des mutations. Par exemple, on cite le Sahel, par exemple, parce qu'on va parler du Sahel dans quelques instants. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est des pays qui ont rejeté la France maintenant, qui ont compris que la priorité c'était leur souveraineté sur leur territoire, leur souveraineté sur leur pays, leur souveraineté sur leur population, non? Il y a un début à tout, et le réveil africain des pays du Sahel, c'est 60 ans après l'indépendance.
En 60, ils ont eu leurs indépendances. Et 60 ans plus tard, il y a un début de réveil, effectivement, des pays francophones et des pays de la zone CFA. Mais, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays. Tout à l'heure, on parlait de la CEDEAO. Quand il y a eu la décision au niveau de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger, tout le monde sait que la décision était française. Et tout le monde sait que le fait de ne pas intervenir a été dicté aussi, pas par la France, mais par plus fort que la France, à savoir les Américains. Une radio faite par les Africains pour les Africains. Alors, restons au chapitre élections. Des élections se préparent aussi au Congo. La campagne électorale a démarré et des élections se préparent aussi au Sénégal. On commence avec le Congo. Le Congo, alors le problème, c'est le Nord Kivu et les Touris. C'est des régions sujettes à un conflit militaire. Donc, avant de parler du Congo, je vous propose d'écouter l'analyse du journaliste Zine Chalfaoui et puis on entame le débat. Il y a actuellement un grand nombre d'observateurs de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour superviser le triple scrutin. Il faut s'attendre aussi dans les prochains jours à ce que l'Union africaine dépêche des observateurs sur place. Généralement, l'Union africaine supervise la plupart des élections qui ont lieu sur le continent. Aujourd'hui, en acceptant ou en demandant à ce que des observateurs de l'Union européenne soient présents sur place, le président Tshisekedi veut prouver que les scrutins du mois de décembre prochain seront des scrutins réguliers et transparents et qui ne seront entachés d'aucune fraude. Alors il est favori, Tshisekedi, Jamal Boukri, il est favori, il est bien parti. Et puis maintenant, au Congo, enfin en République démocratique du Congo, la priorité c'est la sécurité. C'est le sujet aujourd'hui. Effectivement, il y a toute une partie du Congo, c'est l'est du Congo, où nous enregistrons plus ou moins 100 à 140 groupes armés qui font la loi. Curieusement, c'est là où il y a le plus de richesses au niveau du Congo. L'autre élément qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le Congo, depuis toujours, a été un espace convoité par différentes puissances extérieures, soit directement, soit par le biais des pays voisins. Un autre élément qu'il faut retenir et qu'il faut rappeler, c'est que le Congo, qui est un des pays les plus peuplés d'Afrique, c'est 100 millions d'habitants, de par les présidents qu'il a connus, je pense à Mobutu, je pense à Kabila, c'est des pays qui ont légué un lourd héritage. Un héritage qui est fait de fraude, qui est fait de clientélisme, qui est fait de pratiques électorales, je dirais, où la décision de l'élu est prise bien avant pratiquement le scrutin. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de cette élection, où il est vrai que le président Tshisekedi, président candidat, est bien parti, mais il y a quand même un candidat qui pourrait créer la surprise. C'est le président du club de football, le fameux Mozambique. Mozambique, oui. Voilà. Et là, parce que comme c'est le tout-puissant Mozambique. Voilà. C'est le nom du club. Tipi Mozambique. Voilà. C'est un homme qui est très riche, qui apparemment... Très populaire aussi. Très populaire. Et c'est quelqu'un qui a osé aller là où aucun candidat n'est parti. À Kivu. Ah ouais, au Nord Kivu. Voilà. Il a été là-bas et il a affronté la population. C'était la semaine dernière. Alors que les candidats... Jeudi, pour être plus précis. Et ce que les autres candidats ne pourront pas faire, et encore moins le président. Parce que lui... Mais c'était le premier, beaucoup de candidats aussi programment de pour faire l'instant, leur discours aussi. Il programme d'y aller, oui. Mais lui, l'avantage qu'il a, comme il parle le langage de la rue, lui, il dit au président, il provoque pratiquement pour une confrontation, où il utilise pratiquement même le terme de VAR, qu'on utilise actuellement au niveau du football, pour
rappeler au président toutes les frasques qui sont connues, ou du moins de par donc, le candidat rival. C'est ça qui est en train de... donc je pense que ce candidat pourrait créer une surprise, même si en Afrique, les élections où il y a des surprises, on n'en a pas beaucoup. Alors, au Sénégal aussi, des élections se préparent. C'est des élections très attendues par les observateurs. Mohamedou Dia, pourquoi ces élections sont-elles très attendues au Sénégal? Alors, beaucoup se joue au Sénégal à l'instant. Bon, certains... Alors, Macky Sall ne va pas se présenter, hein. Il ne sera pas candidat. Ça c'est sûr. Ouais. Ça, il ne sera pas candidat suite à la déclaration qu'il avait faite les mois passés. Donc, certains jugent que c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu. Suite également, il y a un homme que, par exemple, il y a vraiment Ousmane Sonko, qui est le leader actuellement ou qui est à la tête de l'opposition. Et qui ne pourra pas aussi se malheureusement, présenter. Bon, c'est pas encore certain, c'est dans l'incertitude. Mais quand même, bon, ils sont en train de dégager, de mettre son pion en avant, celui de privilégier, de promouvoir Bassirou Diomaye Faye, qui sera le candidat qui est en train d'être parrainé par les populations sénégalaises. Donc, il espère vraiment avoir le nombre de signatures maximal afin de se présenter. Comme l'avenir d'Ousmane Sonko reste incertain pour le moment, donc on espère vraiment que Bassirou Diomaye Faye sera vraiment à la hauteur et également que les élections se poursuivront comme prévu. Mais justement, il y a juste un petit problème, c'est que le secrétaire général des Patriotes africains, donc Bassirou, c'est vrai qu'il est plus ou moins un peu un clone donc d'Ousmane Sonko. Mais lui aussi, il est en prison. Effectivement. Comment il va faire campagne électorale? Parce que, justement, c'est ça le problème actuellement au niveau du Sénégal. C'est un pays, donc ce sont des élections qu'il faut surveiller comme on surveille un peu le lait sur le feu, parce que la détermination du président actuel à assurer sa succession fait que il est en train de jouer avec du feu. Le Sénégal pourrait, pour une raison ou pour une autre, et surtout si le président actuel Macky Sall s'entête, il pourrait aller jusqu'à la partition. Le problème du Sénégal qui a été tué, c'est que l'unité nationale, si on veut, la Casamance, puisque Sonko est de Ziguinchor. Ziguinchor, effectivement. Donc ça pourrait donner des idées au mouvement de la Casamance de relancer son idée d'autonomie, d'indépendance. Et c'est pour ça que on peut dire que le président actuel est très mal conseillé par la France. Parce qu'il faut dire la chose. Le Sénégal, c'est un peu la chose française en Afrique. De l'Ouest. Parce que la France, qui a perdu le Niger, qui a perdu le Mali, qui a perdu le Burkina, qui a plus ou moins perdu qui pourrait éventuellement perdre le Gabon, ne peut pas se permettre de perdre le Sénégal. Mais là, je pense que ça risque d'aller un peu plus loin qu'on le craint. Alors, messieurs, je sais, les élections au Sénégal, c'est des élections à suivre de près, mais on me dit à la régie que je suis un peu en retard, et je suis obligé de parler aussi de Kidal, de la reprise de la ville de Kidal. Alors, on écoute Ibrahim Soumaré, diplomate malien et ancien conseiller de plusieurs présidents maliens, et puis on entame le débat brièvement sur Kidal. On écoute Ibrahim Soumaré. Alors, la reprise de Kidal par l'armée malienne est une chose que le peuple malien attendait très longtemps. Vous savez, depuis les événements que nous avons connus avec l'opération Serval,
vers le mois de mai 2013, l'armée était presque à la porte là, de Kidal, à Néfis, pour être précis. Et malheureusement, pour des raisons ou autres, les autorités de Serval ont empêché l'entrée de cette armée dans une partie du territoire national, ce qui est un scandale. C'est quelque chose qui a été mal perçu et mal compris par la population malienne et par tout ce qui était allié à ce pays. Alors, de même, les événements de mai 2014, avec cette tentative non bien préparée certainement de la reprise de Kidal, ont créé également un mouvement de désolation terrible dû au fait que l'action n'a pas abouti. Alors, ce n'est pas la première tentative de récupérer la ville de Kidal, c'est la deuxième. Alors, il y a eu une autre tentative en 2014, mai 2014, ça a échoué. Qu'est-ce qui fait que cette opération de ces derniers jours est réussie? Pourquoi? Alors, il y a juste une précision pour notre ami malien, c'est qu'en mai 2014, Moussa Mara, alors Premier ministre, a fait une tentative donc d'aller à Kidal. En tant que Premier ministre, il a été purement et simplement chassé de la ville. Oui. Alors, maintenant, il faut peut-être qu'on mette les mots sur les choses. Depuis l'arrivée des forces françaises à Kidal, et puis l'arrivée des forces de la MINUSMA, qui ne sont pas très différentes l'une de l'autre, l'armée malienne, et ça c'est le Premier ministre malien qui le dit, qui le confirme devant les Nations Unies, était quasiment interdite d'entrer dans la ville de Kidal. Ça, c'est un élément qui est important parce que depuis 2013, non seulement les forces extérieures qui sont venues pour mettre fin au terrorisme ont fait tout le contraire de ça. Donc, ils ont exacerbé les conflits, ils ont attissé les conflits, mais ils ont aussi permis au mouvement de la rébellion et aux groupes terroristes, qui à l'époque c'était Ansar, mais par la suite ça a changé de nom, ça a intégré d'autres groupes, on leur a permis de prospérer, de devenir les maîtres de la ville, les maîtres du Nord, et notamment de Kidal, parce que Kidal, ça a un peu une valeur symbolique. Non, pour une raison très simple. Toutes les rébellions, depuis 1960, 63. Depuis les indépendances, je veux dire, depuis l'indépendance du Mali, ont toutes commencé à partir de Kidal. C'est donc toute l'importance aujourd'hui de cette reprise de la ville par les forces armées maliennes, qui, il faut le dire, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, il y a eu un coup de main, si on peut l'appeler ainsi, des armées nigériennes et des armées burkinabées. Et puis, autre chose, entre 2023 et 2012, l'armée malienne s'est un peu renforcée en équipement. Parce qu'il fut un temps où les Maliens ne pouvaient même pas acheter des armes parce qu'on leur disait, on s'occupe de votre sécurité. Aujourd'hui, les Maliens se prennent en charge, donc ils arrivent à se défendre. Entre le 31 octobre et le 14 novembre, date de la reprise. La reprise de Kidal. Donc, le 31 octobre, c'était le départ de la MINUSMA. En fait, la MINUSMA a offert Kidal. Le fort, oui. Les forts de Kidal, voilà. Non, a offert carrément. La ville. La ville au groupe de la rébellion. Quand on parle du groupe de la rébellion, il faut peut-être préciser à la CMA. Donc, essentiellement le MNLA, parce que les gens de la plateforme ont entre-temps quitté la CMA quand ils ont vu le jeu auquel se donnait la coordination.
c'était le jeu de la rébellion, c'était le jeu de l'autonomie et de l'indépendance, et c'était un peu avec les... Parce qu'ils ont des conseillers, ils ont un certain nombre d'objectifs que les éléments de la plateforme, notamment de Gatia et de l'actuel gouverneur, parce qu'il est membre actif du Gatia, je parle du général oui, Ibrahim Ag. Et ont vu le manège, donc ils se sont retirés. Parce qu'eux, ils ont toujours été pour l'unité nationale. Ils n'étaient pas pour la division. Maintenant, pourquoi il y a eu, comment cette reprise a fait, c'est que l'armée malienne a utilisé des hélicoptères, a utilisé des drones. Chose qui était impensable. C'est pour ça que les rebelles se sont enfuis et les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à Daesh ne sont pas intervenus. Parce que pour eux, prendre la ville est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour le gouvernement. Parce que pour eux, c'est ce qui est autour de la ville c'est la région qu'il faut gérer. Et c'est là justement tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement malien a pris la ville, mais c'est l'après qui pose problème. Oui, la lutte se poursuit et la lutte continue. Mohamedou Dia, on peut dire que c'est un triomphe pour l'armée malienne et pour le peuple malien, brièvement, et puis on est obligé de rendre l'antenne aussi. Effectivement, c'est un triomphe pour le peuple malien. Ceci dit que maintenant, le gouvernement de transition, il a le contrôle de tout le territoire national, pas aucun lieu où il n'y a pas qu'ils pourront intervenir. Donc ça, c'est un pas en avant. Donc c'est vraiment un pas en avant encore une fois. Donc ils ont vraiment réussi. C'est une réussite. C'est un triomphe. Il y a juste une chose, contrairement à ce qui se dit à gauche et à droite, ni ce qu'on appelle la CMA ou actuellement les rebelles, ni le gouvernement malien n'a remis en cause les accords d'Alger. Ça, c'est un élément important. Donc, aujourd'hui, je pense que l'armée malienne qui a pris Kidal doit penser donc au social, doit penser à ouvrir un dialogue et doit aussi penser à revoir toute sa stratégie d'approche avec la population, et donc relancer. C'est pour ça que l'armée malienne a appelé les habitants de Kidal à revenir. Inciter les habitants de Kidal à revenir et aussi, éventuellement, faire en sorte que l'Algérie reprenne son bâton de pèlerin pour relancer la médiation entre les deux, si on peut l'appeler, c'est les deux parties, parce qu'ils sont condamnés à s'entendre et à ne pas faire du Mali, de ne pas provoquer une partition, parce que l'Algérie l'a dit, la redit, il est hors de question que le nord du Mali se détache du sud. Voilà. Non, du Mali. Du Mali, tout simplement. Voilà. Un Mali uni, un Mali fort, un Mali pour tous. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Messieurs, merci d'avoir répondu à mes questions et merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Chers auditeurs, je vous dis aussi merci et j'allais dire à la semaine prochaine, mais au mois prochain. Merci.